Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman intitulé Le Nœud de Vipère. Il a été écrit par François Mauriac et est paru en 1932. Louis est un homme malade de 68 ans qui écrit une lettre à sa femme. Les titres sont bien dans le coffre de la banque, quoiqu'autrefois, il ait pensé à le vider pour se venger. S'il écrit cette lettre, c'est pour se venger du silence et du manque d'explication de sa femme. À chaque fois qu'il a tenté d'obtenir des réponses, sa femme se dérobait. Il veut lui montrer tel qu'il est, car sa femme ignore la personne qu'il est réellement. Sa femme aurait été fiancée à un prénommé Rodolphe avant de se marier avec lui. Cet homme est comme une ombre entre le couple. La mère de Louis était une veuve d'un modeste fonctionnaire. Elle vivait du maigre revenu que des métairies héritées lui rapportaient. Sa mère était très économe. Cependant, à l'âge de 21 ans, Louis a appris qu'il possédait 2000 hectares de bois et un vignoble, ce qui a fait de lui un homme aisé. Louis travaillait beaucoup à l'école, car il voulait entrer à l'école normale. Il a tant travaillé qu'il a fini par tomber malade d'une hémoptysie. Il ne passera pas son concours pour entrer à l'école normale et il se reposera à Arcachon. Sa mère lui a proposé de faire des études de droit et de devenir avocat. Louis était peu doué dans ses relations humaines, ce qui a créé une distance entre lui et les autres. Il a pensé qu'il n'était pas comme il fallait, car sa mère l'a trop aimé. Il lui est arrivé de passer ses nerfs sur sa mère. Louis et sa mère sont retournés à Bordeaux. C'est à ce moment-là qu'il a appris par sa mère qu'ils avaient une fortune. Louis enviait et en même temps méprisait les étudiants de la faculté de droit, car la majorité des élèves provenaient de familles aisées. Il a commencé à haïr la religion. Il méprisait aussi les gens de sa classe sociale. Louis se plaint que l'on parle à voix basse. Il est apparemment question des deux filles d'Hubert, qui ne peuvent pas avoir leur propre logement, car elles n'ont rien pour les meubler. Louis a des meubles, qui ne servent à rien dans son grenier. Il est évident que des personnes de son entourage sont intéressées par son argent. Louis se rappelle de sa première rencontre, avec sa femme nommée Isa Fondodège. Ils se sont rencontrés dans un hôtel. Les Fondodège menaient un plus grand train de vie que Louis et sa mère. Cependant, les Fondodège étaient locataires d'un terrain appartenant à la famille de Louis, et ils étaient en retard dans les loyers. Louis a d'abord admiré la mère, avant de remarquer Isa. Louis s'est promené en voiture, avec cette famille dans la vallée du Lys. Pour la première fois, Louis n'a pas senti qu'il déplaisait à ces gens. Il les a même suivis à l'église. Bien que la famille Fondodège était riche, elle vivait au-dessus de ses moyens. Le train de vie qu'ils affichaient n'était que de la poudre aux yeux. Louis a pensé que les membres de cette famille étaient désintéressés, car il les pensait plus riches que sa propre famille. Une nuit, que Louis était en compagnie d'Isa, il a remarqué qu'elle pleurait. Elle lui a dit que ses pleurs étaient causés par sa présence auprès d'elle. En réalité, elle a pleuré, car c'était Louis qui était assis à côté d'elle et non Rodolphe. Louis a été fiancé sans vraiment le vouloir. Isa a dit ne pas vouloir habiter chez la mère de Louis. Ce dernier en a parlé à sa mère qui a feint de n'en être pas touchée. La mère a projeté de faire construire un pavillon à Aurigne et de laisser s'installer le couple à Calaise. Nous apprenons que la grande sœur d'Isa a été mariée à un vieillard. Lors du contrat de mariage, la mère de Louis a arrangé le contrat afin que la fortune de Louis soit séparée de celle de sa femme. C'est le vendredi saint, les hommes de la famille vont venir dîner. Louis veut leur montrer qu'il ne cédera sur aucun point, car céder sur un point reviendrait à céder sur les autres. La réunion de famille a bien eu lieu. Louis pense que sa présence a dérangé les plans de sa famille. Alors que c'est le vendredi saint, il a mangé une côtelette. Son fils Hubert était parmi les présents. Hubert est un agent de change qui a pris des risques afin d'offrir des gros dividendes à ses clients. Louis ne veut pas l'aider au cas où son affaire tournerait mal. Louis se replonge dans les souvenirs. Il s'est marié à Isa, mais n'a pas eu de fête nuptiale à cause de son origine obscure. Les parents d'Isa n'ont pas voulu accueillir les jeunes mariés, alors ils ont cohabité avec la mère de Louis. Isa a parlé de ce Rodolphe, qu'elle a connu un an avant sa rencontre avec Louis. Isa aimait encore cet homme. Les parents de Rodolphe ont refusé le mariage, car deux frères d'Isa sont morts de la phtisie. À cause des problèmes de santé dans la famille et du fait qu'Isa ait eu une aventure, sa mère la pensait invariable. Puis Louis est venu. Il a compris qu'Isa ne l'avait jamais aimé. Cette nouvelle lui a causé un choc qu'il a tenté de dissimuler. Après cette révélation, a commencé une longue phase de silence dans le couple. Sont venues les grossesses et les fausses couches. Isa a donné naissance à 3 enfants. Elle s'est centrée sur ses enfants, et ne s'est plus occupée de son mari. Louis n'a pas ressenti d'amour paternel, mais il a été jaloux de l'amour qu'Isa portait à ses enfants. Geneviève, qui est la fille de Louis, est venue dans la chambre de son père.
Louis savait qu'elle voulait lui demander de l'argent pour Philly qui en a besoin, pour acheter un quart d'agent de change. Il a réussi à faire en sorte qu'elle ne pose pas la question. Au déjeuner de Pâques, Louis remarque que l'on est faussement gentil avec lui. Après le déjeuner, Geneviève parle à son père du quart d'agent de change. Louis refuse de donner de l'argent, car il sait que Philly l'appelle le vieux crocodile, et car il déteste Philly qui est jeune, et a goûté à plus de joie que lui. En même temps qu'il haïssait sa femme, Louis est devenu un avocat illustre. Isa était indifférente à la réussite professionnelle de son mari. Le coup d'envoi de la carrière de Louis a été l'affaire Villeneuve dans laquelle une femme s'est accusée d'un tir à la place de son fils, car son mari le lui avait demandé. La mère de Louis a commencé à décliner. Alors qu'il aurait pu faire carrière dans la politique, Louis a préféré rester avocat, car il gagnait gros. Il est douloureux pour Louis de penser que l'argent qu'il a accumulé lors de ces années affreuses soit dilapidé par sa famille. Il dit avoir vendu les titres au plus haut. Il sait que sa famille est comme une meute, et qu'elle parle derrière son dos. Louis était peu présent à la maison, préférant être au travail, plutôt que près de sa famille. Il a eu une aventure, avec une femme qu'il avait défendue pour infanticide. Il a fait d'elle une victime, ce qui a poussé cette femme à le quitter, et à partir pour Paris. La famille de Louis a pris racine à Calais. Une des filles de Louis nommée Marie est décédée. Marie était la fille qui aimait se blottir contre son père, tandis que Geneviève prenait la fuite, dès qu'il entrait dans la maison. Pour forcer sa femme à interagir avec lui, Louis lui a lancé des piques au sujet de la religion et de l'histoire sainte, qu'Isa prenait très à cœur. Isa lui a avoué qu'elle était en possession de lettres, qui lui auraient permis de se séparer de lui. S'il critiquait encore la religion, Isa lui a dit qu'elle le quitterait. Louis ne voulait pas se séparer de sa femme, car il ne voulait pas rendre les titres Suez de la dot, et car la famille de sa femme le protégeait des ragots de franc-maçonnerie. Louis a cédé aux exigences de sa femme, mais il a tenté de s'approcher des enfants. Malgré les efforts de Louis, les petits sont restés sur leur garde. Les enfants ont reçu une éducation religieuse par leur mère. Les enfants ont essayé d'obtenir la conversion à la religion de leur père, car Isa leur a dit de prier pour leur pauvre papa. Alors que Marie avait réussi à le faire jurer de venir demain à l'église entendre chanter Isa, Louis a passé la journée du lendemain à travailler à Bordeaux. Durant les vacances, au lieu de partir ailleurs, Louis restait avec sa famille. Pour attaquer sa femme, Louis s'est mis à faire remarquer les contradictions dans sa foi. Il a même dressé l'abbé contre elle à cause de l'affaire Dreyfus. Nous apprenons que l'abbé est retardé de 2 ans dans sa carrière, car il a découché, afin d'entendre un concert joué par une femme qui portait une tunique. Ce fait a apporté un courant de sympathie de Louis à l'abbé. Car Louis ne lui en a pas voulu de cet écart, l'abbé l'a trouvé bon, ce qui a fait rire Louis, car personne ne le trouvait bon. Le baron Philippot, qui était le mari âgé de la sœur aînée d'Isa, est décédé. Marinette, qui est la sœur d'Isa, allait obtenir la fortune du vieil homme à condition qu'elle ne se remarie pas. Marinette a passé son été de veuve à Calais. Elle a fait des promenades à cheval avec Louis. Alors que Marinette semblait se moquer des 7 millions, et voulait faire passer son bonheur avant tout, Louis a essayé de la dissuader. Olympe met Louis au courant que l'avoir personnel d'Hubert et la dot de sa femme ont été engagés pour sauver la charge. Il était difficile pour Marinette de supporter le célibat, car elle avait un besoin de maternité. Marinette et Louis passaient beaucoup de temps à l'extérieur durant la journée, sans qu'il se passe quelque chose. La famille était heureuse que Louis s'occupe de Marinette, car elle pensait que Marinette allait être moins tentée de se remarier. Après un débat houleux, à propos de Dreyfus, Louis et Marinette ont fait une sortie nocturne. Ils n'ont pas été aussi innocents que lors des journées. Le lendemain de la fameuse nuit, Marinette est partie à Saint-Jean-de-Luz, apparemment pour rendre visite à une amie. Isa était trop occupée par Marie, qui était malade, pour se préoccuper de la fuite de sa sœur. Alors que sa femme lui demandait une consultation du docteur, Louis n'a pas voulu la lui accorder, car il pensait alors que Marie n'avait qu'une grippe. La mort de Marie a apporté un grand choc à Isa. Elle a pris la distance de Louis pour de l'insensibilité. 2 mois plus tard, Marinette s'est fiancée. Elle est morte en couche. L'enfant qui a survécu s'appelait Luc. Isa s'occupait de Luc durant les grandes vacances en le faisant venir à la maison. Un jour, Louis a rencontré le père de Luc, et il a failli donner sa fortune à Luc. 1 an après la mort de Marie, Louis est tombé malade. Isa l'a soigné, et il lui a semblé voir en sa femme de l'inquiétude. En vérité, Isa avait seulement peur que la maladie de son mari ait une répercussion sur la réputation de ses enfants. Louis a eu une crise lors de sa maladie, ce qui fait que sa famille s'est rapprochée de lui. Il a vu Philly essayer de lui voler son portefeuille, pendant qu'il faisait semblant de dormir. Philly lui fait penser à Luc, qui venait à la maison durant les vacances. Luc n'était pas un bon écolier, mais il était un excellent chasseur. Cet enfant n'avait pas peur de Louis. Quand la Première Guerre mondiale est arrivée, Luc a eu envie d'y participer, mais il était trop jeune.
En prenant de l'âge, il a fini par partir. Louis se souvient qu'il lui avait donné une ceinture de pièces d'or que Luc a refusée. La mère de Louis a décédé peu de temps après. Luc a disparu dans la guerre. Durant la nuit, se déroule une tempête. Elle mettra à mal la récolte de raisins, mais cela est indifférent à Louis. Il dit que son cœur existe, mais qu'il est enfoui sous un nœud de vipère, que l'on ne peut pas démêler, mais qu'il faut trancher. La grêle vient. Isa est décédée, si bien que les pages écrites pour elle ne servent plus à rien. Louis est à Paris, rue Bréa, non loin de son ancienne maîtresse, et de son fils caché. Si Louis continue d'écrire, c'est pour ce fils. Louis est venu pour lui donner sa fortune. La mère et le fils ont peur d'être pris, et d'avoir des problèmes avec la justice. Une nuit qu'il est réveillé, Louis entend un enfant demander sur le perron à Isa s'il est possible de connaître une estimation de la richesse de Louis, grâce à des papiers qui sont dans un coffre-fort. La réponse est non. Il y a ensuite une discussion, afin de savoir si Louis a déjà aimé quelqu'un dans la famille. Les enfants voudraient qu'Isa tente quelque chose, pour soi-disant sauver le patrimoine, mais Isa en est choquée. Les enfants ont peur que les lettres écrites par Isa à Louis servent à Louis afin de mener un procès pour se séparer d'elle. Isa va se coucher. Les enfants et d'autres personnes parlent encore du fait que Louis les déteste, qu'il a vendu les titres Suez, et du fait qu'il faudra le faire prendre pour un fou. Louis a le projet de partir pour Paris. Lors d'une promenade, Louis apprend à sa famille qu'il va partir à Paris ce soir. Sa famille essaie de faire envoyer quelqu'un d'autre à sa place, mais Louis dit se fier à personne. Isa demande de l'argent à son mari. Elle a dû donner de l'argent à Janine, qui a des soucis financiers. À cause de cet argent manquant, Isa a des notes. Louis consent à lui faire des chèques. Isa dit l'inquiétude de le savoir partir seul. Janine et Geneviève les surveillent. Les enfants d'Isa la jettent contre son mari. Poussé par sa famille, Isa demande à Louis ce qu'il en est des titres Suez. Louis la rassure sur ce point. Nous avons enfin une explication sur le comportement du couple. Louis dit que ses enfants le haïssent et qu'Isa l'ignore. Il lui reproche aussi de ne s'être occupé que des enfants. Isa lui répond qu'elle s'est attachée à eux, car il ne lui restait plus qu'eux. Isa dit l'avoir attendu, même lorsqu'il faisait chambre à part. Croyant n'avoir vu jusqu'à présent qu'un seul côté d'Isa, Louis doute du fait qu'il faille partir pour Paris. Car Louis se trouve à l'endroit où a eu lieu la conversation d'hier soir, il se rend compte que les vipères ne sont pas sur son cœur, mais qu'elles étaient sur le perron. Il souhaite donner une partie de la fortune à son fils inconnu. Le 14 juillet, Louis est à Paris. Il est sur la terrasse d'un café où des jeunes gens sont en train de danser. Robert vient. Ce fils ressemble à Louis, mais ses défauts sont accentués. La discussion tourne autour de la façon dont Louis peut donner son argent à Robert, sans que la famille s'en aperçoive. L'idée est de déposer de l'argent dans un coffre, ce qui est une solution sûre. Robert a tout de même peur que quelqu'un le remarque. Louis tente de faire comprendre à son fils que l'argent pourrait lui faciliter les relations avec les femmes. Robert voudrait épouser mademoiselle Brugère qui est une première dans le magasin où il travaille, mais cette femme ne le regarde même pas. Robert raccompagne Louis à son hôtel. Dans la nuit, Louis tombe malade. Il est diminué et ne doit plus bouger. Lorsqu'il va mieux, il sort dans un bistrot. Il voit Hubert qui lui ne l'a pas vu. Alfred rejoint Hubert. Ils se rendent tous les deux dans une église. Louis les suit. Il voit que les deux hommes ont rejoint Robert. Ce dernier veut vendre son secret à la famille de Louis, car lui et sa mère ont trop peur de possibles poursuites judiciaires. Hubert s'en va en faisant le geste de la croix, avec de l'eau bénite. Louis revient à l'hôtel. La mère de Robert vient lui rendre visite. Elle dit que son fils sera disponible lundi pour la transaction. Louis fait en sorte de voir seul Robert le lendemain. Louis promet à Robert monts et merveilles. Robert est mal à l'aise, car il a dû s'engager à ne rien toucher de la fortune de Louis de son vivant. Louis finit par crever l'abcès. Il apprend que la famille a promis à Louis une rente de 12 000 francs par an, dès que l'héritage sera touché. Louis va faire en sorte que Robert touche une rente de 1 500 francs, tous les mois contre son silence sur le complot et des informations sur ce que sa famille va tramer contre lui. Louis se rend compte que maintenant il a tiré sa dernière carte, car il ne peut plus donner d'argent à quelqu'un, dans le but de déshériter ses proches, et car il ne pourra jamais dépenser tout son argent au regard du temps de vie qui lui reste. Louis va chercher ses lettres à la poste. Il apprend qu'Isa est morte, et qu'elle sera enterrée le lendemain. Louis s'attendait à mourir avant Isa. Le soir, Louis prend le train. Alfred vient le chercher à la gare. Il est raccompagné à la maison. Après avoir vu Hubert, Louis s'évanouit. À son réveil, tout le monde lui semble étrange. Il se rend compte que sa femme est partie sans lire ses feuilles, c'est-à-dire sans véritablement le connaître. Il pleure. Lorsqu'Hubert lui reproche d'être parti sans laisser d'adresse, l'abcès crève et Louis lui révèle le complot. Louis est monté dans une chambre, tandis que la cérémonie funéraire se déroule en bas de la maison. Louis est gardé par une religieuse.
Il se demande si la nouvelle de la tentative du détournement d'héritage au profit de Robert n'aurait pas donné le coup fatal à Isa. D'après Hubert, ce n'est pas le cas. Après le repas, Hubert et Geneviève viennent dans la chambre de Louis. Hubert dit qu'il savait que Louis voulait les déshériter. Il met en avant que les temps ont changé et qu'il n'est plus aussi facile de faire fortune qu'au temps de Louis. Hubert a besoin d'1 million pour assainir sa position. Alfred menace de quitter sa femme Janine si la fortune est perdue. Nous apprenons que Philly tient plusieurs membres de la famille. Louis ne ressent plus de haine envers ses enfants. Il fait connaître l'état de sa fortune et laisse sa famille se la partager. Étrangement, Louis se sent mieux spirituellement qu'auparavant. L'héritage représente une somme énorme. Avant que ses enfants ne partent, Louis dit à son fils de lui rappeler les 1500 francs de rente qu'il a promis à Robert. Louis continue de vivre à Calaise, bien que cette propriété ne lui appartienne plus. Il reçoit une rente dont il touche à peine. Les enfants se partagent les biens. Le vieil homme est apaisé. Il fouille les cendres, car Isa avait brûlé des papiers avant de mourir, mais il ne trouve rien d'intéressant. Lors d'une promenade, Louis se rend compte qu'il aurait dû chercher ce qu'étaient réellement les personnes au-delà des vipères. Il juge qu'il est maintenant trop tard pour commencer cette recherche. Au dîner, doivent se présenter Hubert et Geneviève. Louis compte leur montrer son cœur tel qu'il est. Cependant, ses enfants n'en viennent pas. Louis parle à la domestique Amélie de sa fille, mais il apprend que sa fille est morte, il y a des années. Le mari d'Amélie pense que Louis a fait exprès de réveiller la peine de sa femme. Louis se rend compte qu'il sera difficile aux autres de voir l'homme nouveau qu'il est, car ils ont l'habitude de le savoir désagréable. Cependant, peu de temps après, il pense qu'il a été haï, car il a avancé à visage découvert. Le lendemain, Louis attend un mot explicatif de ses enfants, car il s'inquiète de leur absence d'hier soir. Il reçoit un mot d'Hubert, qui l'inquiète davantage. Il prend le train pour Bordeaux, et arrive chez Geneviève. Il apprend que Philly a quitté Janine, qui est dans un état de prostration. Geneviève pense que Philly a eu tort de partir, alors que Louis et Janine en comprennent les raisons. Janine veut partir avec Louis, mais sa mère l'en empêche. Quelques jours plus tard, Alfred vient voir Louis. Il l'accuse d'avoir monté la tête à Janine, et ce dans le but de se venger. La famille veut que la fuite de Philly se traduise par un procès. Janine est envoyée dans une maison de santé. Hubert et Geneviève se détachent de Louis. Janine a fui la maison de santé, et est maintenant chez Louis. Janine fait un portrait trop beau de Philly. Seul Louis semble avoir discerné cet homme. La présence de Janine fait penser au vieil homme à Marie Raluc. Louis fait le lien entre la foi et la fin de la souffrance. Janine ne voit pas le lien qu'il peut y avoir, alors qu'elle remplit tous ses devoirs religieux. Louis se rend compte qu'il n'a jamais haï la religion, mais une caricature de la religion. Louis ne finit pas de raconter son histoire. Hubert transmet le cahier de Louis à sa sœur. Louis est mort en écrivant dans son cahier. Bien qu'il ait lu l'ouvrage, Hubert en veut toujours à son père. Il pense que le changement qui est apparu dans son père n'est qu'un simple calcul de Louis. Il avoue s'en être voulu d'avoir eu la volonté de faire enfermer Louis, afin de ne pas perdre l'héritage. Selon Hubert, ce roman est la preuve que son père avait des moments de délire. Après avoir lu ce cahier, Geneviève devra le détruire. Il conseille à sa sœur de garder l'argent liquide dans un coffre, et de ne pas le placer en bourse. Janine écrit une lettre à Hubert. Elle dit que sa mère ne souhaite pas qu'elle lise le journal, mais qu'elle le veut. Elle a été témoin des changements moraux et religieux de son grand-père, et affirme que ce n'était pas de la tromperie. Selon elle, le trésor et le cœur de Louis n'étaient pas placés au même endroit. La grande question de ce roman est, à qui est la faute? Le roman rend coupable soit Louis, soit sa famille. Un des thèmes principaux de ce roman est la haine que Louis a contre sa femme. Pourtant Louis haine bien avant d'avoir rencontré Isa. Cela se voit grâce aux relations qu'il entretient avec les autres étudiants. Il déteste ceux de la classe supérieure dont il appartient pourtant, puisqu'il est riche de ses arbres et de sa vigne. Il déteste également les étudiants de conditions plus modestes qui pourtant lui ressemblent, car il est petit-fils de berger. Il est haineux également envers sa mère qu'il fait souffrir sans véritable motif. Il est haineux également avec sa maîtresse, et a des problèmes avec ses collègues de travail. Ce roman comporte une dualité, car soit Louis est haï, soit il est. Tout porte à croire que la haine n'est pas causée par la révélation de sa femme, mais qu'il est rempli de haine depuis son enfance. Il est difficile de savoir si la haine de Louis est naturelle, ou si elle a été causée. La question de l'origine de la haine de Louis est la même que celle qui demande de qui de la poule ou de l'œuf était présent en premier. Pour donner de l'amour, il aurait fallu en recevoir. Malade du cœur, Louis devient réellement malade du cœur à cause de ses angines de poitrine. Louis paraît avoir de la haine envers sa femme après sa révélation à propos de son fiancé. Louis comprend qu'il n'a jamais été aimé. Le versant existe aussi, puisque le lendemain de la révélation, Isa ne le regardera plus. La mort de Marie ne fera que les rendre encore plus lointains.
Calais est le berceau de la haine, tandis que Bordeaux est le lieu des apparences, et que Paris est le lieu des cachotteries. Louis a également la haine de ses enfants, car sa femme ne s'occupe que d'eux, et ne s'intéresse plus à lui. Pourtant sur son chemin, Louis croise des personnes, qu'il aime telles que sa mère, Marie, Luc, l'abbé, Marinette, sa maîtresse ou encore Janine. Ne se rend-il pas compte de l'amour que lui porte la personne, qu'après le décès de la personne? Nous savons que Louis appréciait Marie, Luc, et Marinette qui sont morts au moment de l'écriture de la lettre. Nous savons que Louis a de la peine, quant à la disparition de sa femme, qu'après la mort d'Isa. Pourtant il semblait pas en avoir avant son départ, où il a fait l'affront de lui donner des chèques, afin que l'argent ne parte pas ailleurs. Ne s'intéressant qu'à sa fin proche, il ne s'est pas aperçu que sa femme était malade. Il se peut que Louis regrette les personnes qu'une fois qu'il n'a plus accès à elles. Il est difficile pour le lecteur de ne pas prendre le parti de Louis. En effet, c'est Louis qui nous raconte l'histoire et son histoire. Au lieu de se défendre, Louis nous dépeint tel qu'il est, ou tel qu'il croit être. Pour un avocat, il se défend bien peu, et s'accuse de tous les torts. Si Louis se pense coupable, c'est la preuve qu'il n'est pas complètement coupable, sinon il n'aurait pas eu cette idée. Ne pouvant être aimé, et ne supportant pas d'en être la victime, il a pu faire croire à son entourage et au lecteur, qu'il est acteur de la haine. Les autres raisons qui sont que les lecteurs, est empathique envers Louis et que c'est un homme malade, et proche de la mort, souvent bloqué par la maladie, et que sa famille est ignoble envers lui. Louis est un homme qui est seul, il n'a pas d'amis, ses collègues ne l'apprécient pas, et sa famille est contre lui. Tout d'abord, Louis n'a pas de père et pas de frères et sœurs. Il n'a qu'une seule personne en face de lui, et c'est sa mère, qu'il affectionne de trop. Louis n'a qu'un seul lien familial, et celui-ci est défaillant. Ensuite, Louis est enfermé par son travail scolaire. Car les relations sociales sont difficiles pour lui, il ne parvient pas à se lier à d'autres personnes. Le différend avec sa femme, l'exclut d'Isa, et de ses enfants. Il est également rejeté de la famille Fondodège. Louis est longtemps sans Dieu, qui est pourtant le secours de tout être. Ce roman est une critique de la bourgeoisie, mais surtout de la famille qui est un véritable poison, une machine à broyer quiconque n'est pas, comme ses membres, ou n'agit pas, comme elle le souhaite. Le rapport à l'argent dans cette famille est spécial. Il prime surtout. Pour lui, Isa est mariée à un homme qu'elle n'aime pas, Marinette s'est mariée à un homme âgé, Janine est enfermée dans une maison de santé, et Louis a failli atterrir dans un asile. Pour la famille d'Isa, l'apparence prime. Il faut avoir l'air d'avoir de l'argent, et vivre au-dessus de ses moyens. Si les Fondodège avaient tellement d'argent que cela, pourquoi étaient-ils en retour dans le paiement du loyer des terrains? Généreux pour eux-mêmes, ils sont radins pour les autres. Par exemple, Louis jugera la somme allouée à Robert par le reste de la famille trop petite. Louis est le seul à changer de classe sociale. Isa et sa famille sont des anciens riches. Les enfants et petits-enfants de Louis n'ont pas eu à gravir l'échelle sociale, puisque leur père l'a fait à leur place. Louis est un nouveau riche, ce qui explique pourquoi sa gestion financière est différente de celle des autres. Louis a un comportement contraire au reste de la famille, puisqu'au lieu de dépenser sans compter, il est au contraire très radin, et accumule sa richesse. Il n'est pas fait pour dépenser sans compter, ou pour placer son argent dans des opérations hasardeuses. Louis a un sens pratique, qu'il tient de sa mère. Tous deux ont un esprit de paysan. Ceci se remarque également, lorsque Louis pense à ses récoltes. En plus du côté financier, Louis est différent de sa famille, car ses enfants ne lui ressemblent pas. Seul le fils illégitime ressemble à Louis. Cela est vrai physiquement, mais aussi psychologiquement. Robert vit seul avec sa mère, tout comme Louis vivait seul avec sa mère. Louis reproche à Robert de n'avoir pas accepté la fortune qu'il voulait lui donner, et d'avoir vendu la mèche à la famille. Cependant Louis a aussi fait preuve de naïveté à peu près au même âge en pensant qu'Isa se mariait avec lui pour son argent, bien que sa mère et la grand-mère d'Isa allaient avertir du contraire. Bien qu'il traite son fils d'imbécile, ils ne sont pas si différents que cela. Le comportement de Robert permet de remarquer une différence fondamentale entre les riches et les pauvres. Les pauvres ont peur de la justice, même s'ils sont innocents. Les riches n'ont pas peur de la justice, car quel que soit leur tort, ils ne reçoivent jamais de punition. Dans cette famille, tout passe par la démonstration. Ainsi, si Louis n'est pas vu en train de pleurer, la famille pense que c'est parce qu'il ne regrette pas Marie. C'est évidemment faux. Louis est une personne qui ne montre pas ses émotions, et ce jusqu'à la mort d'Isa. Les personnes ne s'apprécient pas, mais restent en couple uniquement, pour sauver la richesse de la famille. Dans ce roman, aucun couple n'est heureux qu'il s'agisse de Louis et d'Isa, de Janine et de Philly, d'Hubert et Olympe, d'Alfred et de Geneviève ou de Marinette, et de son vieux mari. Si les personnages tiennent dans le mariage, c'est pour l'argent. Louis reste avec sa femme juste, parce que ça l'embête de devoir rendre les titres Suez, et qu'il existe des accusations de franc-maçonnerie. Si l'argent manque à la fin, le sacrifice a été inutile. Si Louis dilapide son argent, afin de déshériter la famille, le sacrifice d'Isa n'aura servi à rien.
Les fuites de Marinette et de Philly, ainsi que la compréhension de Janine, sont le début de l'effritement de ce modèle. Philly sera le seul à montrer son amertume ouvertement à Louis, alors que les autres passent leur temps à la déguiser. L'argent est très présent dans les relations familiales dans le passé, mais il est également encore manifeste dans les relations familiales dans le présent. À chaque fois que la famille vient parler à Louis, c'est pour lui demander de l'argent ou des meubles. La famille ne s'intéresse nullement à Louis, mais uniquement à son magot. La famille a pour idée de placer Louis dans un asile, alors que Louis paraît être plus clairvoyant que les autres, déjà les démasquant, puis en ne faisant pas les mêmes erreurs financières que le reste de sa famille. Sa famille le connaît par ailleurs très mal, car elle le croit sourd. Les enfants n'essaient pas de protéger Louis, mais seulement l'héritage, comme si l'héritage était une personne et Louis le nuisible, comme une mythe qui détruirait un tissu. Durant une grande partie du roman, Louis ne s'intéresse pas à ses enfants, puisqu'il ne cherche pas à savoir comment ils vont, mais s'intéresse seulement à leur état financier. Dans un premier temps, Louis refuse d'aider pécuniairement ses enfants, mais il oublie que lui-même n'a pas commencé sa vie sans rien, car sa famille en fait en sorte qu'il ait ses hectares de bois et ses vignes et qu'il a reçu des conseils de sa mère. Louis a un comportement ambivalent. Il a été aidé, mais il ne veut pas aider ses enfants. Il fuit sa maison par le travail, mais il passe ses vacances à la maison. Il dit avoir pensé que les femmes en voulaient tout à son argent, mais peu après il dit avoir eu des liaisons. Isa dit avoir des lettres compromettantes, mais de quoi parlent ces lettres? Le roman connaît des évolutions. Tout d'abord, il y a une évolution temporelle. Plusieurs décennies sont dessinées allant de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1930. Plusieurs éléments en arrière-plan nous rendent compte du temps qui passe, tels que l'affaire Dreyfus, la Première Guerre mondiale, ou le prochain krach qui se fait sentir. Louis raconte son évolution de sa naissance jusqu'à l'instant présent, ce qui correspond à une durée de 68 ans. Le roman mélange les instants du passé et ceux du présent. Puisque Louis est à la maison, et que sa famille se situe dans cette même maison, Louis doit être dérangé dans l'écriture de sa lettre, ce qui explique ses allers-retours entre le passé et l'instant T. Le moment présent se déroule lui aussi, mais moins rapidement, puisque tout se passe en quelques mois. Un témoin du temps qui passe sont les titres. En effet, dans le premier chapitre, Louis dit que les titres sont dans un coffre et au fil du temps, les titres sont vendus, et sont devenus du liquide. Louis évolue lui aussi même s'il reste dans la même famille, et que ses relations ne varient pas. Le premier changement est l'écriture de la lettre à sa femme. Il veut se montrer tel qu'il est à sa femme, mais pourquoi attendre la mort pour cela? Ne faudrait-il mieux pas qu'elle la lise durant le vivant de son mari? La mort le rattrapera, et sa confession n'ira pas celle qui devait la lire. Le second changement de Louis est le plus important. Il concerne sa révolution morale, qui le pousse à donner l'héritage à ses enfants avant sa mort, ainsi que sa révolution religieuse. À la fin du récit, la vérité qu'il a pu découvrir n'a pas pu être écrite, et n'est pas connue du lecteur. C'est sans doute celle que tout le monde va découvrir à la fin de sa vie. La savoir, c'est déjà entrer dans la mort. Mauriac parle à 4 endroits différents de vipères. La première fois se situe dans le chapitre 11. Les vipères sont alors sur le cœur de Louis. Ce n'est Louis est responsable de son caractère, mais les vipères suivent l'empoisonnent. Par là même, Louis est en train de se dédouaner. Le second passage se situe au chapitre 13. Louis se rend compte que les vipères ne sont pas sur son cœur, mais que les vipères sont les membres de sa famille. Le problème ne vient plus de Louis, qui n'est plus un coupable, mais une victime. Le troisième passage se situe dans le chapitre 15. Louis est dans l'église et les vipères sont les 3 hommes qui l'ont trahi, c'est-à-dire Hubert, Alfred et Robert. Louis se sent alors comme un dieu prêt à les écraser. Le fait de remarquer une faute chez autrui donne à Louis le sentiment de surpuissance. Le 4e passage du mot vipère se trouve dans le chapitre 18. Louis se rend compte qu'il a confondu son cœur avec un nœud de vipère, alors que c'était en réalité 2 choses différentes. Il ne se connaît bien que maintenant. Un peu plus loin dans ce chapitre, Louis a enfin tranché le nœud de vipère, ce qui fait que pour sans doute la première fois, il attend et veut voir ses enfants. Au fur et à mesure des chapitres, la vipère prend une autre signification. Louis se sent tout d'abord responsable, puis place de la responsabilité sur autrui. Finalement, Louis se rend compte qu'il est le fautif, et parvient à se corriger. Eh bien, je te dois cet aveu. C'est au contraire quand je me regarde, comme je fais depuis 2 mois, avec une attention plus forte que mon dégoût, c'est lorsque je me sens le plus lucide, que la tentation chrétienne me tourmente. Je ne puis plus nier qu'une route existe en moi qui pourrait mener à ton Dieu. Si j'atteignais à me plaire à moi-même, je combattrais mieux cette exigence. Si je pouvais me mépriser sans arrière-pensée, la cause à jamais serait entendue. Mais la dureté de l'homme que je suis, le dénuement affreux de son cœur, ce don qu'il détient d'inspirer la haine, et de créer autour de soi le désert, rien de tout cela ne prévaut contre l'espérance. Vas-tu me croire, Isa? Ce n'est peut-être pas pour vous, les justes, que ton Dieu est venu, s'il est venu, mais pour nous.
Tu ne me connaissais pas, tu ne savais pas qui j'étais. Les pages que tu viens de lire, m'ont-elles rendu à tes yeux moins horrible? Tu vois pourtant qu'il existe en moi une touche secrète, celle qu'éveillait Marie, rien qu'en se blottissant dans mes bras, et aussi le petit Luc, le dimanche, lorsqu'au retour de la messe, il s'asseyait sur le banc devant la maison, et regardait la prairie. Oh, ne crois pas surtout, que je me fasse de moi-même une idée trop faute. Je connais mon cœur, ce nœud de vipère, étouffé sous elle, saturé de leur venin, il continue de battre au-dessous de ce grouillement. Ce nœud de vipère, qu'il est impossible de dénouer, qu'il faudrait trancher d'un coup de couteau, d'un coup de glaive. Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive.